Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 7 juin. À la une, bientôt le démarrage des travaux de l'université de Bondoukou, recensement général de la population et de l'habitat, une nouvelle opération en 2019, des décisions du Conseil des ministres d'hier. Dans ce 13 h également, 10 milliards de francs CFA pour le développement des PME en Côte d'Ivoire, le point de la signature de convention entre le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME et une institution financière dans quelques instants. Et puis des inquiétudes au Rwanda avant la libération probable de génocidaires, un mauvais signal selon Kigali qui craint une promotion de l'impunité. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Ce 13 h revient sur le Conseil des ministres d'hier avec plusieurs décisions, notamment la réhabilitation du tronçon Boaké-Kanaolo, le recensement général de la population et de l'habitat, le projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Awa Touré. Le gouvernement poursuit sa politique de décentralisation au niveau de l'enseignement supérieur. Les travaux de construction de l'université de Bondoukou démarrent bientôt avec la ratification de 2 accords cadres entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ce sont au total 66 828 millions qui ont été mobilisés en vue du financement de cet important projet. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités. Il contribuera à améliorer la capacité d'accueil, la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. Et plus précisément, ce projet va concerner la construction de la nouvelle université de Bondoukou, d'une capacité d'accueil initiale de 3 000 étudiants, ainsi que la construction d'une résidence de 1 000 chambres pour le logement des étudiants. Il est également prévu la construction d'une cinquantaine de logements pour les enseignants, chercheurs et personnels de l'université et 5 logements de fonction pour les responsables de l'université. Donc le top départ est définitivement donné pour la construction de l'université de Bondoukou. Il est prévu que cette université soit achevée et que les personnels soient mis à disposition pour la rentrée scolaire 2020-2021. Et puis, bonne nouvelle pour les usagers de la route du Nord. Le tronçon Boaké-Kanaolo va être réhabilité. Ce projet, comme vous le savez, est très attendu. Il contribuera à l'amélioration des conditions de circulation sur le réseau structurant routier de notre pays, notamment sur cet axe routier qui est l'un des plus importants de notre pays. Il permettra notamment d'accroître la mobilité des biens et des personnes, favorisera les échanges entre les différentes régions de notre territoire qui sont traversées, ainsi qu'avec les pays limitrophes du nôtre. Il consistera en la réhabilitation de cette route Boaké-Ferké, longue de 220 km, et il permettra également le renforcement de certaines voies importantes dans les villes traversées par cette route. Il permettra enfin d'effectuer des interventions prioritaires d'entretien routier prévues sur d'autres parties du réseau revêtu de notre pays. Le Conseil des ministres a également décidé de lancer en 2019 une opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement de 2014 s'était heurté à un certain nombre de contraintes qui ont malheureusement impacté les résultats de l'opération de 2014. Pour pallier aux insuffisances qui ont été notées lors de ce recensement de 2014, il a été recommandé la réalisation d'un nouveau recensement en 2019 qui permettra de prendre en compte le contexte et le suivi des performances économiques et les investissements actuels réalisés au niveau des infrastructures sociales dans le pays, de façon à obtenir une base de données cartographiques géoréférencées et une base de sondage plus fiable pour les enquêtes intercensitaires. La phase de dénombrement de la population aura lieu en novembre-décembre 2019.
La publication des résultats globaux est prévue vers la mi-année 2020 et les opérations de diffusion, de dissémination des résultats se dérouleront d'août 2020 à avril 2021. Autre décision de ce conseil, l'ouverture d'une ambassade au Qatar. Le prochain conseil des ministres est prévu pour se tenir à Yamoussoukro le 27 juin. Voilà, le Conseil décide et les points focaux des ministères appliquent ces décisions sur le terrain. Ces points focaux renforcent en ce moment leur capacité en matière d'élaboration des documents de programme et de suivi de l'action gouvernementale. Pendant 3 jours, les organisateurs devront travailler à s'approprier ces outils indispensables à la coordination de l'action gouvernementale. La suite avec Alexis Ouedraogo. Chaque année, le gouvernement ivoirien établit un programme d'action prioritaire. Son rôle, traiter avec diligence les sujets urgents impactant directement la vie des populations. L'action gouvernementale se fait à travers des ministères. Et les ministères ont un plan d'action qui est coordonné par le cabinet du Premier ministre. Donc chaque ministère a un représentant qu'on appelle point focal. Un atelier de renforcement des capacités des 10 points focaux a ouvert ses portes ce mercredi à Grand-Bassam. Appuyé par le secrétariat national au renforcement des capacités, la formation qui se tient sur 3 jours entend améliorer le service de l'État auprès des populations. C'est en droite ligne des recommandations de l'inspection générale d'État que le secrétariat accompagne cette activité avec donc le cabinet du Premier ministre. Donc au sortir de ces travaux, ce qui est attendu comme résultat, c'est déjà une harmonisation de tous les documents de suivi et d'évaluation de l'action gouvernementale. Pour le représentant pays du PNUD, partenaire au développement, cette disposition va rassurer les investissements dans le pays. Soutenir les processus de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et évaluation, c'est un moyen d'efficacité pour moderniser l'État, rendre l'interministérialité performante et bien sûr obtenir les résultats qu'il attend en matière d'efficacité du développement. Notons que l'atelier referme ses portes vendredi. Les acteurs de la société civile reçus par les ministres de l'Intérieur et de la Solidarité, une rencontre pour favoriser et encourager le cadre de concertation qui permet au gouvernement de communiquer sur les grandes orientations de sa politique. Eman Guivé pour plus de détails. La salle de réunion du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité affiche complet. Une 60aine d'organisations non gouvernementales et d'associations de la société civile présentes pour une séance de partage d'informations avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À ses côtés, le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Sujet abordé, la sécurisation de l'état civil. Le recueil de chaque fait d'état civil s'accompagnera de la prise de la biométrie de chacun des individus. Lorsque un enfant naît dans un village ou dans une commune, si c'est à la maternité, au moment donc de la déclaration de cet enfant, d'abord la sage-femme ou l'agent qui aura été commis à cet effet a obligation immédiatement de procéder à l'enregistrement. Le bébé, sa biométrie n'étant pas encore fixée, on va commencer par lui attribuer un numéro national d'identification. Mais également le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Nous avons fait le bilan et la phase pilote a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 3 833 11 803 francs. Depuis le 30 octobre 2017, nous avons démarré la grande phase. Cadre d'échange qui a permis aux organisations de la société civile de faire cas de leurs préoccupations. Une rencontre qui aura donné l'opportunité à chacun des acteurs de s'exprimer. Les échanges ont été francs et ça a été très enrichissant. Les Ivoiriens sont réconciliés dans leur ensemble. Le problème se situe au niveau des politiques. Sinon, les citoyens lambda parlent à son voisin, vit avec son voisin et le vivre ensemble est une réalité. Que les hommes politiques nous aident à la consolidation de la paix, surtout que nous sommes à la veille d'élections, qu'ils arrêtent toutes les pratiques de division. Une société civile également satisfaite de ces échanges. On se posait beaucoup de questions, mais avec les chiffres et les engagements que Madame le ministre vient de prendre, je pense que tous les acteurs de la société civile dans cette salle-là sont aujourd'hui mieux informés parce qu'on a toujours besoin d'informations
lorsqu'on veut mieux sensibiliser les populations. J'avoue que j'ai été vraiment éclairé et les questions qui ont été posées ont été pertinentes. Les réponses sont convaincantes. Objectif majeur de cette rencontre, porter l'information juste à la société civile, recueillir des suggestions et recommandations, permettre à la société civile de comprendre les grandes orientations de la politique du gouvernement. C'est un constat, c'est difficile d'avoir un loyer à Abidjan à cause des cautions très élevées. Les propriétaires réclament 7, 10, voire 12 mois de loyer, des cautions même allant jusqu'à plus d'1 million de francs CFA pour corriger le tir. Une loi est prévue sur le sujet à l'Assemblée nationale pour baisser ces cautions. Mais est-ce que cette mesure sera appliquée? Baisse de caution de loyer, les populations entre doute et espoir. Un dossier réalisé par Lansine Bakayoko. La décision qui fixe la caution à 2 mois de loyer et à 1 mois d'avance est fortement attendue sur le terrain. Moi, j'habite à Williamsville. Là-bas, pour louer une petite maison de 15 000 francs le mois, tu payes 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Ça veut dire 1 an. 2 jours, là, je cherche maison. Mais on me parle de 5 mois de caution. Puisqu'il n'y a pas les moyens, je suis obligé d'attendre. En réalité, la loi n'est pas encore appliquée. Elle est seulement adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour le gouvernement de faire en sorte que la problématique de la flambée des coûts de location connaisse un début de solution. Pour certaines agences immobilières, la disposition ne peut franchir le stade de vœu. Elle sera difficilement applicable. On ne peut pas exiger 2 mois de caution, 1 mois d'avance sans mesure d'accompagnement. Pour cet agent immobilier, la surenchère peut se justifier par la duplicité des locataires qui fuient les maisons avec des arriérés de loyer, laissant aux propriétaires des appartements mal entretenus. Du coup, les propriétaires doivent refaire les peintures, la plomberie, revoir les installations électriques, changer une fenêtre. Un manque à gagner qu'ils sont obligés de répercuter immédiatement sur le nouvel occupant. La caution qu'on prend avec le preneur, c'est cette caution qu'on prend pour arranger la maison. Et si vraiment la réparation est coûteuse, vous voyez que 2 mois de caution ne peut pas arranger la situation. Chez de nombreux opérateurs du secteur, cette solution pour être durable doit s'accompagner de la construction d'un plus grand nombre de logements. C'est l'offre vraiment qui est inférieure à la demande. Quand les demandeurs sont nombreux, ceux qui proposent plus, c'est eux le propriétaire voit. On doit toujours vraiment travailler dans le libéralisme dans ce domaine-là. Même si le libéralisme doit commander le marché, il est à observer une dose de mauvaise foi dans la chaîne, notamment au niveau des intermédiaires. Il y a certains propriétaires qui ne sont pas informés. Cette faute, ça vient à l'intermédiaire. Ça veut dire à certains des agences immobilières. Ça reste maintenant à les agences immobilières d'informer ces propriétaires-là pour dire que l'État a pris certaines mesures et c'est cette mesure on se conforme et vous aussi vous devez vous conformer à la loi ivoirienne. Les propriétaires eux aussi ne sont pas à l'abri des critiques. Il y a des propriétaires qui disent bon je veux 1 an puisque je veux entreprendre tel projet. Voilà. Ou bien je dois louer ma maison et que je suis en retraite, je dois partir au village pour aller m'asseoir là-bas. Donc par conséquent, il prend beaucoup de mois pour ne pas embrouiller le locataire qui est là. Du côté de ces propriétaires, vouloir réduire les cautions des loyers est une excellente mesure sociale, mais difficilement applicable. D'autant qu'elle retarde le retour sur investissement, surtout dans un contexte de hausse continue des matériaux de construction. Cette proposition, certes, elle peut être une bonne chose, mais par rapport à l'État, l'individu n'a pas le grand moyen pour investir et ne peut compter que sur cette base qu'il a faite. À partir de ses moyens. Donc investir, réduire le taux de caution devient un problème. Pas du tout évident, rétorque la Direction générale du logement. C'est vrai que les investissements qui sont réalisés par ces promoteurs-là, ou même par des individus, par des privés, sont importants, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'abus. Rien ne peut justifier que l'on demande à un Ivoirien de payer 12 mois, 16 mois, voire 24 mois de caution. Nous, on ne peut pas le tolérer. En tout cas, dans l'agence immobilière qu'il dirige à Cocody Riviera, Stéphane Gonior veut se conformer effectivement au nouveau dispositif édicté par les pouvoirs publics. Dans cette volonté de respecter les directives gouvernementales, il se heurte cependant à quelques résistances que l'agent immobilier entend surmonter. Nous ferons tout pour se conformer à ce que l'État ivoirien nous demande de faire.
Tout compte fait, le gouvernement sera extrêmement exigeant sur l'application de la nouvelle législation, dont l'objectif est de protéger les populations ivoiriennes, en priorité les couches défavorisées. Quand c'est engagé, ça va être fait, parce qu'il s'agit de l'autorité de notre pays, il s'agit de protéger les citoyens, donc naturellement tout s'organise pour que cette loi soit votée. On peut le dire, la lutte contre la surenchère sur les cautions des loyers est cette fois bel et bien engagée. Et pour être complet sur le sujet, sachez que les propriétaires qui ne vont pas respecter ces mesures de baisse de caution encourent une peine d'emprisonnement de 1 mois à 20 ans. En économie, 10 milliards de francs CFA pour le développement des PME en Côte d'Ivoire. La convention a été signée entre le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et une banque pour le développement justement des PME, nous dit Justine Sey-Djiké. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises et PME constituent 98% des entreprises, représentent une part importante de l'économie avec 20% du produit intérieur brut PIB, 12% de l'investissement national et environ 23% des emplois modernes. L'ambition du gouvernement ivoirien, c'est de faire de ces PME le socle de l'économie nationale en 2020, avec l'augmentation du PIB à hauteur de 3 000 à 5 000 milliards de francs CFA, représentant à terme plus de 30 à 40% du PIB, avec la création d'emplois formels et 300 000 à 400 000 emplois additionnels. C'est pourquoi il ne ménage aucun effort pour la création et le renforcement de ces PME. En témoigne la mise à disposition d'une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA au profit des artisans, commerçants et PME. En vue d'améliorer l'accès des PME au financement, plusieurs initiatives ont été mises en place par le gouvernement ivoirien, notamment avec l'adoption de la loi numéro 2017-802 du 7 décembre 2017 relative au crédit bail. La mise en place, comme vous le savez, en partenariat avec un établissement de crédit, d'un fonds de 5 milliards de francs CFA pour les femmes dirigeantes des PME et l'institution d'un fonds de garantie dont les études sont en cours de finalisation. Des efforts sont faits et des actions sont menées en continu sur divers fronts au profit des PME. C'est le sens de ce partenariat avec Coris Bank Côte d'Ivoire, qui ambitionne de renforcer les possibilités d'accès au financement offert aux PME. Les crédits qui seront offerts dans ce cadre le sont à des conditions plus souples que celles qui sont habituellement offertes sur le marché. Cette somme d'argent permet l'octroi de prêts compris entre 5 et 50 millions de francs CFA, remboursables sur 3 mois à 6 ans, avec un taux d'intérêt de 9% aux personnes ayant déjà une PME ou désireuses d'en créer. Cette initiative cadre parfaitement avec la vision de notre groupe, qui est d'être l'institution bancaire de référence dans le financement des PME dans les pays où nous sommes présents. Les fêtières des commerçants, artisans et PME sont invités à exhorter leurs membres à une adhésion massive au projet pour la compétitivité des PME. Économie et entrepreneuriat, la 4e édition du Forum des jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'Afrique est lancée depuis hier à Abidjan. Plus de 200 entrepreneurs issus de 18 pays africains sont attendus à ces assises initiées par le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'émergence de l'Afrique. Les travaux vont durer 3 jours. Au niveau de l'éducation nationale, aujourd'hui, 2e jour des épreuves orales du BEPC, plus de 400 326 candidats répartis dans 677 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. La ministre de l'Éducation nationale a visité hier après-midi des centres d'examen dans le district d'Abidjan. Il s'agissait pour Kandia Kamara de s'assurer du bon déroulement de ces épreuves orales d'anglais. Et donc, ce sont des épreuves qui ont débuté hier. Nous allons aller à Boaké, où plus de 22 000 candidats au BEPC sont face à leurs examinateurs dans les 11 centres à Boaké. Reportage solo Yacouba Traoré, commentaire Charles Tatou. Épreuve orale d'anglais du brevet d'études du premier cycle, BEPC. À Boaké, au lycée Jeune Fille et au lycée moderne Nembo, les candidats affichent une sérénité. Quand j'étais en face de l'examinateur, c'était un peu compliqué parce qu'il m'a posé des questions en anglais, il ne m'a pas posé des questions personnelles. Mais quand même, je me suis en sorti. Je suis tombée sur l'image. Il y avait des femmes qui m'ont posé des questions. J'ai pu répondre quelques questions.
Les présidents des centres d'examen appellent les professeurs interrogateurs à travailler dans un esprit professionnel afin de donner une note qui reflète leurs valeurs réelles. Tous ces thèmes abordés dans les textes ou les images sont familiers à eux. Donc je pense que ça se déroule très bien et tout se passe bien. Les surveillants, ils ont reçu leur convocation, les secrétaires aussi sont en place. Et donc pour le moment, pour ce début, eh bien, rien de grave ne nous a encore signalé. La seule innovation, c'est que les années passées, c'est le secrétariat qui remplissait les vacations. Et sur chaque vacation, il y a au moins 25 candidats. Et il y a un certain nombre de vacations qu'on remettait aux interrogateurs. Cette année, ces vacations ont été directement confectionnées à la DECO. À Bouaké, ce sont au total 22 044 candidats attendus dans les 11 centres d'examen de la région pour les épreuves orales. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a lancé son rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017-2018 avec pour thème « Rendre compte en matière d'éducation, tenir nos engagements ». L'objectif est d'atteindre des objectifs bien définis à l'horizon 2030. Nelly Ouandoué, Serge Koulia. 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde selon l'UNESCO. En Côte d'Ivoire, environ 21% des enfants en âge d'aller à l'école sont déscolarisés. Pour rendre l'éducation plus équitable et abordable pour tous, l'UNESCO, à travers son rapport mondial annuel de suivi sur l'éducation, interpelle tous les acteurs nationaux et internationaux à plus de responsabilités. Le rapport que nous lançons aujourd'hui est lancé dans 8 autres pays africains pour attirer l'attention sur l'importance de rendre compte dans l'utilisation des fonds mobilisés au profit de l'éducation. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, les COGES, les fonds qui sont mobilisés et utilisés dans les écoles, comment sont utilisés ces fonds? Est-ce qu'ils permettent réellement de contribuer à la promotion de l'éducation et à l'amélioration de la qualité? Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, l'État de Côte d'Ivoire travaille déjà à démocratiser l'éducation. Notre pays s'est doté d'un cadre législatif et réglementaire depuis septembre 2015. La scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Malgré des difficultés, la politique de la scolarisation obligatoire tiendra toutes ses promesses dans un très proche avenir. Les représentants de la société civile accordent un intérêt au projet et entendent apporter leur soutien à sa réussite. Nous voulons prendre l'engagement de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au plan sectoriel éducation-formation 2016-2025 afin qu'à l'horizon de cette stratégie, le système éducatif puisse être performant. Chaque année, l'UNESCO produit des rapports mondiaux de suivi sur l'éducation en vue de promouvoir une éducation de qualité pour tous. L'autre sujet nous emmène à Bingerville, où 300 points focaux issus des grandes écoles privées du pays sont outillés à la qualité. Ils devront aider à rendre plus compétitives leurs différentes structures d'éducation en mettant l'accent sur la culture de la qualité. Walter Amadou Ouattara. Tout ce qui est établissement privé d'enseignement supérieur. Nous voulons donc leur donner des outils d'assurance qualité pour que ces référents puissent assurer cette qualité interne. La qualité interne, c'est la qualité qui est à l'intérieur de l'établissement et qui est conduite par toutes les parties prenantes. C'est dans cette dynamique que ce pool de formateurs est à la tâche à Bingerville. Ces formateurs transfèrent des compétences axées sur la démarche qualité à environ 300 points focaux issus des grandes écoles privées du pays. Il s'agit également de les outiller en 48 heures aux bonnes pratiques de l'auto-évaluation. Ces points focaux dénommés référents des cellules internes d'assurance qualité doivent servir d'interface entre la tutelle et leurs différents établissements. On essaie nous-mêmes d'aller de l'avant. On allait dans certains pays pour aller faire des formations pour revenir. Mais que ce soit fait aujourd'hui au plan national, je pense que c'est
une très très bonne chose pour toutes les écoles de la Côte d'Ivoire. Cette formation est capitale. Vous avez vu, j'ai déployé tous mes responsables de site ici pour dire que l'enseignement supérieur, il faut que nous allions la qualité à tout ce que nous faisons. Représentant le professeur Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le conseiller technique Ngo Bakayoko souhaite que la culture de la qualité reste une préoccupation quotidienne pour chacun des acteurs afin qu'elle suscite la compétitivité entre les structures d'éducation. Ça doit être un challenge pour rehausser le niveau de formation, a insisté le conseiller technique. La Côte d'Ivoire compte 196 grandes écoles privées d'enseignement supérieur avec un total de 81 166 étudiants. L'État tient donc à une amélioration de la gestion de ce secteur. Un mot d'environnement consacré à la lutte contre l'insalubrité dans les établissements scolaires de Bouaké avec le coup de pouce du député Charles Niaouré. Il a fait des dons de matériel de salubrité à différents établissements. Hassan Khan et Kwadio Kwame. La lutte contre l'insalubrité dans les établissements scolaires de Bouaké. Le député de Bouaké Commune, Charles Niaouré, en fait sa priorité et apporte sa contribution pour un environnement sain. À cet effet, le parlementaire a fait don de matériel de salubrité, matériel composé de poubelles, brouettes, etc. Les mains chargées, Charles Niaouré s'est rendu au lycée technique, au collège d'enseignement féminin de Bouaké. Autre bénéficiaire, le collège moderne de Bouandougou, dans la région du Béret. Au niveau de la salubrité, vraiment, il faut des efforts. Dieu merci qui nous a donné le minimum. Donc je crois que c'est à lui le merci aussi. Donner du matériel de salubrité à un établissement, c'est apporter la vie. Parce que l'école sera propre, il y aura moins de maladies. Pour le donateur, les apprenants doivent évoluer dans un cadre approprié pour leurs études. Il s'agit pour nous d'apporter notre contribution à un cadre éducatif sain. Vous savez que pour être excellent, il faut être en bonne santé. Et pour avoir une bonne santé, il faut avoir un cadre propre, un cadre sain. Occasion pour Charles Niaouré d'inviter les élèves à abandonner toute pratique qui déteigne sur leurs études et l'école ivoirienne. Après Bouaké, destination Dimbokro, où la deuxième édition de la caravane de vulgarisation des TIC initiée par l'Agence nationale du service universel des télécommunications vient de prendre fin. La caravane a permis à plusieurs jeunes de se former à un usage sain de l'outil numérique. Mahama Traoré. Jacquesville, Korogo, Bondoukou, Bouna, Gagnoua et enfin Dimbokro, dernière étape de la deuxième édition de l'ANSUD Bloc Camp, caravane de formation à l'utilisation des outils TIC des services administratifs dématérialisés. C'est une initiative de l'ANSUD, Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, en partenariat avec l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. L'idée est de permettre à chaque Ivoirien de se familiariser au numérique. L'analphabète aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser Internet et les outils TIC, et non plus celui qui ne sait ni lire ni écrire. Il reste encore beaucoup à faire sur le chantier de la vulgarisation des TIC en Côte d'Ivoire. Mais nous en sommes sûrs, avec votre concours et le soutien que vous nous avez déjà démontré, le challenge est tenable et nous nous y engageons. Plus de 3000 personnes ont déjà été formées grâce à cette caravane. L'ANSUD n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin. Une troisième édition de l'ANSUD Bloc Camp est donc prévue dans les semaines à venir. Une page noire dans ce 13h avec le décès de Paul Dokuy. Il était animateur à la radio Fréquence 2. Paul Dokuy est décédé hier à Cotonou au Bénin, où il vivait en exil depuis la fin de la crise post-électorale de 2011. Il animait notamment l'émission Mythes et Mystères en duo avec Juliette Onzian, elle aussi décédée, ou encore Raison d'État à la radio et à la télévision nationale. Malade depuis 2012, victime d'un AVC en 2016, l'homme de radio Paul Dokuy a déposé le micro à jamais. Paul Dokuy, silence radio à jamais.
Hors de nos frontières, au Kenya, les 10 passagers de l'avion disparu des écrans radars mardi dernier ont péri dans l'accident. Il faut signaler que la carcasse avait été repérée ce jeudi matin au nord de Nairobi. L'annonce a été faite ce matin par le ministère des Transports. Et puis pour terminer, le gouvernement rwandais est consterné. D'ici la fin de ce mois, l'un des artisans du génocide rwandais pourrait recouvrer la liberté. Un mauvais signal selon Kigali, qui craint une promotion de l'impunité. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h avec à la une le dossier politique de ce jeudi. Merci à vous. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le